Bonjour à tous, je suis Franck Sebag et je suis très heureux de vous accueillir dans ce nouvel épisode de notre podcast qui cherche à mieux comprendre comment se construisent les plus belles histoires de la French Tech. Si nous nous intéressons à ces histoires, c'est qu'elles ne sont pas le fruit du hasard. Elles naissent d'une alchimie complexe où se mêlent des idées, de la chance, du courage, du talent. Ce sont des aventures humaines où le sentier passe parfois par des hauts, parfois par des bas et où les sommets s'atteignent en équipe. Toutes sont uniques et toutes sont riches d'enseignements. Ce qui m'intéresse plus particulièrement ici, c'est de comprendre avec vous comment se crée cette alchimie. Après avoir écouté les entrepreneurs raconter leurs belles histoires entrepreneuriales, cette saison se consacre plus largement aux acteurs de la French Tech. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Julien Codorniou, associé chez Felix Capital, fonds de capital risque basé à Londres, qui va nous parler de son parcours international, de son expérience au sein de géants de la tech, mais aussi de sa vision de la France par les fonds étrangers. Quels sont ses enseignements après 17 ans passés au sein de Facebook et Microsoft? Pourquoi un fonds de capital risque anglais tel que Felix Capital s'intéresse aujourd'hui à la French Tech? Quelles sont les raisons qui peuvent expliquer l'écart entre les investissements au UK par rapport à la France? Comment entrer dans les radars d'un fonds étranger? Nous explorerons ces questions avec Julien au cours de cet épisode. Vous écoutez Gros Face Nawat, le podcast qui donne la voix aux acteurs de la French Tech. L'important, c'est de rentrer chez ceux qui vont gagner. Et il suffit d'en avoir un pour pouvoir retourner son fonds plusieurs fois. Quand tu grandis si vite, en fait, c'est très difficile d'être pertinent et relevant, comme on dit, du début jusqu'à la fin. Il faut dès le départ avoir l'ADN du business international et faire venir des gens qui ne sont pas nés tous au même endroit, qui ne viennent pas tous des mêmes écoles, ou qui n'ont pas tous le même profil. La créativité associée à la technologie crée des choses extrêmement intéressantes. Bonjour Julien. Bonjour Franck. Bon, je suis très heureux de t'accueillir. Déjà parce qu'on s'est pas eu depuis longtemps à cause du Covid et de ton implantation à Londres. Déjà pour les gens qui écoutent ce podcast, est-ce que tu peux te présenter? Qui es-tu, Julien? Julien Codorniou, donc français habitant à Londres, dans la tech depuis quasiment ma sortie d'école en 2001. Passionné de software, d'entrepreneuriat, de technologie. Ancien de la maison, parce que je suis passé chez EY. J'en profite pour te remercier d'ailleurs, parce que je travaillais pour toi et tu m'as donné un job qui m'a beaucoup appris. Je suis passé chez Microsoft et après chez Facebook, donc 17 ans chez Big Tech, qui sera un bon titre de livre, d'ailleurs, par ailleurs. Ton deuxième livre, parce que tu avais écrit un bouquin sur quel coup, la success story de quel coup, on se rappelle, Pierre Chapaz. Un peu tôt, le marché, je pense, n'était pas très friand de ce genre d'histoire à l'époque. On aurait dû le sortir un peu plus tard et faire la suite du livre. Mais ouais, 17 ans chez Big Tech. Et là, depuis 2 mois, je travaille chez Felix Capital à Londres, qui est un fonds de capital risque, dont je parlerai un petit peu plus tout à l'heure. Ok, alors pour lancer ce podcast, moi j'aimerais bien en fait que tu nous racontes ton expérience internationale au sein de ces Big Tech. Donc, alors je me rappelle plus en fait combien de temps t'as passé chez Microsoft et Facebook, plus chez Facebook que Microsoft. J'ai fait 6 ans chez Microsoft en France et aux États-Unis, et 11 ans chez Facebook en France et en Angleterre. Donc, sachant que chez Facebook, tu étais patron VP monde de Workplace. Mm-hmm. Donc en fait très très ancré dans cette très très big tech, et justement en fait voilà ces années passées au sein de la direction de Facebook Monde, puisque tu as pu côtoyer en fait toutes les personnes influentes chez Facebook et tu en étais une. Qu'est-ce que tu en as retiré? Quelles sont les choses que tu pourrais partager avec nous sur cette expérience, ce moment de vie? Ouais, donc les expériences Microsoft et Facebook étaient différentes. Chez Microsoft, j'ai démarré en France. On avait créé un programme qui s'appelait le programme ID, qui était un programme de soutien de l'écosystème français, qu'on a ensuite déployé dans le monde entier sous la marque BizSpark. Donc, j'étais parti aux US pour faire ça. Je suis passé chez Facebook en 2010-2011, à l'époque, pour créer l'équipe de gaming en Europe. Et j'ai eu beaucoup de chance parce que c'était au moment exact où des éditeurs comme Supercell, comme Playtika, comme Wooga, comme Pretty Simple Games en France développaient des jeux sociaux sur Facebook et ensuite des jeux mobiles grâce à Facebook. Et donc il y a tout un écosystème comme ça qui a explosé en Europe. King.com est devenu plus gros que Zynga assez rapidement. Ensuite, je me suis occupé des partenariats dans le monde entier avec les développeurs d'applications qui utilisaient Facebook pour développer leurs applications, pour les faire grandir ou pour les monétiser. Et en 2016, quand j'étais à Londres, on m'a demandé un peu de spin-off ou de créer un business SaaS B2B à l'intérieur de Facebook en amenant sur le marché un produit qu'on utilisait en interne qui était Workplace. Qui était au départ uniquement pour les employés de Facebook, et qu'au final, on a réussi à vendre à des milliers d'entreprises et à plus de 7 millions d'utilisateurs payants. Mais
l'apprentissage de Facebook était intéressant parce que je suis rentré avant l'introduction en bourse, quand Facebook cherchait encore son business model, quand tout allait très vite, quand c'était un peu le chaos partout. On était, je crois, 800 ou 900 quand je suis arrivé. Et donc, j'ai pu voir l'évolution de la société de 800, 900 personnes à quasiment plus de 100 000, à plus de 100 milliards de dollars de chiffre d'affaires. Et ce qui est intéressant, en fait, c'est de voir les choses qu'on a bien fait, pardon. Mais aussi de voir toutes les erreurs dont on a pu apprendre. L'introduction en bourse de Facebook était compliquée, le pivot sur mobile était plus compliqué que prévu. Il y a eu plusieurs vagues et plusieurs, on va dire, des bons moments et des moments plus difficiles. Mais ce qui était intéressant pour moi, c'était de voir comment on réagissait quand c'était plus dur. Mmh. Quand tout va bien, tout le monde adore la marque, la boîte, et tout le monde veut bosser chez toi. Quand c'est plus difficile, comme c'était plus difficile après l'introduction en bourse, bizarrement, c'est là que tu apprends vraiment à être dans le dur. D'ailleurs, c'est assez intéressant en partage d'expérience, parce qu'on a toujours ce sujet de l'accélération. Alors là, on a une hyper accélération parce qu'on est dans les GAFAM. Pour autant, l'expérience que j'ai des postes IPO, c'est que souvent, en fait, il y a une sorte de tension qui baisse aussi. Il faut remobiliser les gens. Et en fait, en termes de talent, quand tu dis voilà comment il faut réagir, qu'est-ce que c'était quoi les secrets pour réimpliquer les gens, parce que plus en fait on grandit, plus il faut pousser fort, plus en fait on a des gens qui peuvent aussi avoir une usure, puisqu'en fait il faut retrouver en fait des objectifs. Quels ont été les secrets dans tes équipes et comment justement vous avez été aussi challengé en interne par les équipes, mais aussi par l'ensemble du codir de Facebook là-dessus? Ouais, en fait, dans ce genre d'histoire de super croissance, tu te rends compte aussi qu'il y a des gens qui étaient très bons pour les débuts, pour aller de 0 à 1, comme on dit. Tu as aussi des gens qui étaient très bons quand tout allait bien, mais quand ça commence à être dur, quand tu commences à avoir des problèmes de scalabilité, comme on dit, ou que comme Facebook avec l'introduction en bourse, tu as un moment difficile, c'est là aussi que tu te rends compte que c'est pas pour tout le monde. Et au final, l'introduction en bourse de Facebook, même si elle a été compliquée, parce qu'on a été sous l'eau quasiment pendant un an, il y a énormément de gens qui sont partis, parce qu'ils n'y croyaient plus, parce que le marché disait Facebook a pas compris le mobile, ou le CEO il est jeune, il a un hoodie, on peut pas lui faire confiance, etc. Mais c'est dans ces moments durs en fait que tu peux reconnaître qui sont les gens sur lesquels tu peux t'appuyer, qui sont ceux qui croient ou celles qui croient à la vision, et ceux qui vont être capables d'améliorer leur jeu, quoi. Ouais. Quand tu grandis si vite, en fait, c'est très difficile d'être pertinent et relevant, comme on dit, du début jusqu'à la fin. Et il y a des gens qui peuvent le faire et d'autres pour qui c'est plus difficile. Donc, ouais, modification des ressources, beaucoup plus de middle management, beaucoup plus de proximité avec les équipes aussi. Ouais, et puis je pense un réalignement des employés autour de la vision et de la mission. Ouais. Il y a plein de gens qui sont partis de chez Facebook juste après l'IPO parce que ils n'y croyaient plus, ils sont partis chez Twitter, ils sont partis chez Dropbox, il y en a qui sont partis chez Uber aussi. Mais je pense que ceux qui sont restés, ils étaient 2 fois plus déterminés à changer la perception, à améliorer le business et à réaliser la mission. Et une des problématiques qu'on a en fait dans la French Tech aujourd'hui, donc on a une hyper croissance, voilà, les licornes ont grandi très rapidement, même si on n'est pas encore au niveau des Anglais. Pour autant, le mois de janvier, un peu plus de 2,6 milliards d'investissements en janvier 2022. Un des sujets, et donc on a cette thématique dans toutes les études que nous sortons, c'est de se dire que finalement la barrière en fait à l'accélération, c'est les talents. Et dans cette problématique de talent, c'est de trouver des talents capables de manager des business qui deviennent mondiaux, globaux. Et donc là, l'expérience que tu as eue à la fois chez Microsoft et chez Facebook, c'est aussi de manager des business qui étaient complètement mondiaux. C'est quoi la bonne manière en fait? Donc on sait que dans les grands groupes il y a des matrices qui sont très complexes à gérer. Est-ce que là-dessus il y a un bon conseil pour tous les patrons de scale-up ou de licorne qui aujourd'hui sont confrontés à une expansion internationale? Il faut scaler, mais il faut surtout scaler mondialement. Donc même si on est born global, je pense que cette thématique-là, les bons talents et les bons schémas en fait d'organisation sont toujours à l'ordre du jour. Quels sont tes feelings là-dessus? Ouais, je pense que l'enjeu, en tout cas pour les fondateurs de ces sociétés qui sont en train de scaler à l'international, c'est de se sensibiliser à ce qui se passe en dehors de la France. Et il y a eu longtemps dans la French Tech le syndrome du roi de France. En gros, je vais être numéro 1 en France. Et puis éventuellement après, j'irai en Belgique et peut-être en Suisse, etc. Maintenant, ça a complètement changé. Mais il faut pas hésiter à très très vite aller se frotter à la compétition internationale, à rencontrer les talents, à rencontrer les clients, à rencontrer le marché. Et c'est un job qui doit venir que d'en haut, en fait.
que Duo, pardon. Et je pense que c'est nouveau, mais moi je vois avec Workplace, on a ouvert des bureaux partout, au Japon, au Brésil, en Inde, au Mexique, aux États-Unis. On pouvait s'appuyer sur l'infrastructure de Facebook, mais on a passé énormément de temps à rencontrer les gens, les talents, les partenaires, les clients, les prospects localement pour comprendre comment ça marchait. Et ça devenait plus important que le marché d'origine qui était pour nous l'Angleterre et la France. Ouais, mais il faut avoir cette curiosité-là et faire l'investissement personnel qui va avec. Donc ouais, ton of the top, c'est-à-dire que l'équipe de direction doit se positionner en fait sur ce schéma-là qui est prioritaire. C'est-à-dire que le fait de grandir passe forcément par l'international. Donc d'ailleurs, on a pas mal d'entrepreneurs aujourd'hui dans les équipes de management qui se séparent entre guillemets pour qu'il y en ait un qui gère les États-Unis, un qui gère l'Europe. Ouais. C'est un des modèles en fait qui est pertinent selon toi. Ouais, et puis aussi il faut inclure dans l'équipe de direction des talents divers et internationaux le plus tôt possible. Bien sûr. L'idée, c'est d'avoir des gens qui pensent pas forcément à être numéro 1 en France, mais qui veulent gagner aux États-Unis, qui veulent gagner au Brésil, qui veulent gagner en Australie. Et donc, il faut être capable de les faire venir à Paris, qui est un peu plus difficile que de les faire venir à Londres, où tout le monde parle anglais. Mais ceux qui arrivent à bien le faire, en tout cas, par exemple, Ledger en France est en train de le faire, Sorare aussi en train de le faire. Je pense que ça leur donne un avantage compétitif. Il faut dès le départ avoir l'ADN du business international et faire venir des gens qui sont pas nés tous au même endroit, qui ne viennent pas tous des mêmes écoles, ou qui n'ont pas tous le même profil. Donc là, on est dans une nouvelle étape de ta carrière. Donc, tu as basculé chez Felix Capital. Ouais. Tu es devenu en fait associé de ce fonds d'investissement. Est-ce que tu peux nous expliquer déjà pourquoi cette bascule et puis surtout nous présenter un peu plus Felix Capital. Ouais. Quelle est la thèse d'investissement, voilà. Alors en fait, moi j'étais investisseur et advisor de Felix Capital depuis la création, quand Frédéric Cour et Antoine Nussbaum l'ont créé en 2014. Donc je connaissais très bien l'équipe, le portefeuille, les performances. À côté de ça, chez Facebook, j'ai fait une soixantaine d'investissements de business angel. Et comme tu le sais, j'ai toujours été intéressé par cet écosystème-là. Et je me suis dit, après presque 17 ans, 18 ans en tant qu'opérateur chez Big Tech, j'avais envie de tester autre chose. J'avais envie de voir si je pouvais full-time devenir un bon investisseur, apprendre ce nouveau métier et essayer d'apporter de la valeur auprès des entrepreneurs et des founders qu'on avait envie de suivre. Donc c'est un gros changement parce que c'est très très différent de tout ce que j'ai fait avant. C'est pas très loin parce que c'est le même écosystème, c'est les mêmes personnes. Et j'ai la chance de faire ça avec Félix, avec une équipe que je connais par cœur, qui me connaît par cœur aussi, qui a la patience de m'apprendre le job et à qui je peux éventuellement aussi apporter une expérience d'opérateur qu'il n'y avait pas dans l'équipe jusque-là. Et globalement, alors le position de Félix, taille du fonds, donc c'est un fonds anglais. C'est un fonds anglais créé par 2 Français. Aujourd'hui, on est 4 partenaires. Il y a Frédéric, Antoine, Suzanne et moi-même. C'est un fonds qui a été très orienté digital brands à la création, avec notamment des marques comme Business of Fashion ou Goop ou Farfetch, non, aussi. Farfetch, qui était un deal extrêmement important pour Félix, Deliveroo aussi, et puis qui petit à petit s'est mis à se diversifier, à faire ensuite du SaaS, notamment avec Miracle, donc des technologies pour aider des marques à faire de l'e-commerce et des marketplaces, qui a fait du média avec Moonbug, et qui s'est mis depuis peu à faire de la fintech avec des deals comme Juni, et de la crypto avec Ledger et Sorare. Donc ça a commencé comme un fonds d'investissement très on va dire focus sur les marques et les communautés, qui a étendu ça du B2C au B2B en passant par la crypto. Et moi, j'ai rejoint Félix pour faire les 2 choses que je connais, parce que c'est les choses que j'ai pu rencontrer et que j'ai pu faire chez Facebook, qui sont le gaming et le SaaS. Et dans le SaaS, c'est en particulier tout ce qui est HR Tech, Future of Work, toutes les technologies qu'on peut amener à la RH ou à la com interne ou à la patronne ou au patron pour essayer de motiver, de garder et de former ses employés. Okay. Et c'est un fonds, en tout, le fonds fait $600 millions sous management. D'accord. Et c'est il y a déjà eu, c'est la deuxième levée du fonds, non, c'est ça? Il y en a eu 4. 4 déjà, ouais. D'accord. Et donc, le dernier fonds avait une partie venture et une partie growth. Okay. Par exemple, VanMoof ou Oatly ou Ledger et Sorare étaient des deals de growth. Mais donc, on peut mettre en gros entre 5 et plus de $30 millions par société sur le life cycle de la société. Ok. Donc on a bien compris en fait la cœur de cible. C'est quoi ta vision de la French Tech? Alors en fait, tu es à la fois un insider, mais aussi en fait comme tu vis à Londres, tu as un peu plus peut-être de recul que nous sur cet écosystème-là, nous qui vivons dedans en fait au quotidien. On a, si on parle d'écosystème 2 secondes, on a sorti des chiffres il y a quelques semaines sur les investissements. Alors, en 2021, on se rend compte que l'investissement
En Angleterre, dans cet écosystème de l'innovation, des startups, des scale-up, c'est à peu près 32 milliards. En France, on est à 11,6 milliards. Moi qui suis dans les data depuis un certain nombre d'années, j'analyse. J'avais prédit à un moment donné que le Brexit aurait en fait une influence pour freiner cette accélération, mais pas du tout en fait. Ça continue à grandir très très fort. Voilà, qu'est-ce qui explique cette hyper croissance et qu'est-ce qui permettrait potentiellement à la French Tech de venir un peu rattraper cet écosystème anglais? Je pense déjà ça change dans le bon sens pour la France, c'est-à-dire qu'il y a un rattrapage qui est en train d'être fait. Mais je dirais la grosse différence entre Londres et la France, c'est qu'il y a plus de talents, notamment des talents internationaux à Londres. Quand tu parles de talent, tu parles de talents qu'on forme ou de talents qui viennent en fait à Londres, parce les deux. Les deux. D'accord. Ouais, et là, le Brexit, pas d'effet. Avoir son visa pour les travailleurs. De là où je suis, pour l'instant, j'ai pas vu d'impact significatif de Brexit là-dessus. Okay. Si tu parles aux gens dans la restauration ou dans l'hospitality, c'est très différent. Mais en tout cas, dans la tech, moi, je me souviens chez Facebook, après le Brexit, c'était extrêmement facile de faire venir des gens en Angleterre qui avaient un computer science degree, qui venaient de Russie, d'Israël, des États-Unis. C'était même plus facile qu'avant. C'était un peu le but du Brexit. Je pense toujours que c'est une catastrophe, mais en tout cas, il n'y a pas eu de changement significatif pour l'instant au niveau des talents. Il y en a beaucoup qui arrivent tout le temps. Encore une fois, parce que la langue rend les choses beaucoup plus faciles. Et puis, il y en a beaucoup qui sortent aussi des universités, qui vont dans des carrières dans la tech. Mais plus de talents, plus de liquidités. Tous les gros fonds européens sont à Londres. Sequoia qui est arrivé en Europe, ils se sont installés directement à Londres. Il y a historiquement les Index, les Accel, les Balderton, qui ont des équipes maintenant qui regardent la France de très près. Mais il y a beaucoup d'argent à Londres. Et puis il y a plus de sorties, ou en tout cas plus d'opportunités de sortie à Londres. La grosse différence, je pense, entre les deux, c'est qu'il y a déjà eu à Londres, et il y en a eu plusieurs l'année dernière, des billion-dollar exits, soit des rachats, soit des introductions en bourse, qui se passent plus ou moins bien, que tu sois Deliveroo ou Darktrace, par exemple. Mais donc, la chaîne de valeur est présente à 100%. Je pense que ce qui se passe en France, c'est que les talents aujourd'hui français formés en France, il y a 10 ans, ils auraient fait du conseil ou ils auraient fait de la banque. Aujourd'hui, ils vont dans des startups tech. Et donc ça, c'est un changement énorme, parce qu'on a des super talents en France. Il se trouve juste qu'ils n'allaient pas dans cette filière-là. Maintenant, je pense que les meilleurs talents qui sortent des écoles ou des universités, ou même les self-made talents, ils choisissent de créer leur propre boîte de software. Et quand tu parles de l'écosystème, donc on voit bien le triptyque talent, liquidité et sortie. Ouais. Donc on sait que sur la French Tech, la sortie est un sujet. Ouais. Donc même si on a eu l'an passé du OVH, du Belief qui ont pu alimenter un peu le marché boursier, en fait, ce sont quand on compare aux Allemands et aux Anglais, des sorties qui sont limitées en fait en termes de nombre. En tout cas, c'est des belles sorties, mais c'est limité en termes de nombre. Sur la partie liquidité, une partie des fonds que tu cites était financée aussi par l'Europe, parce qu'on avait la BEI qui était assez présente. Là-dessus, en fait, la thèse sur lesquels on travaille, c'est de se dire finalement, est-ce que ces fonds qui ont levé et qui ont levé de l'argent pour investir sur 5-7 ans, est-ce qu'ils vont réussir à trouver en termes de LP suffisamment en fait de gens pour continuer à faire des fonds basés à Londres? La question, c'est est-ce que finalement le Brexit va pas avoir pour effet de changer la localisation en fait d'emplacement des fonds, selon toi? Je pense pas. Encore, ça fait que 2 mois que je suis dans cette industrie, donc c'est vraiment mon avis. Tu la connais bien. C'est mon avis de noob, mais je pense pas. Et tu peux rajouter en plus de ça l'arrivée massive des fonds américains en Europe par Londres. Ouais. Tu vois, Andreessen Horowitz, ça fait des deals en France. Enfin, il y a 10 ans, même il y a 5 ans, c'était inimaginable. Ouais, même Sequoia a fait, je crois, 4 ou 5 deals en France, et même des deals de seed. Penny Lane, je crois que ils ont mis quelques millions d'euros, après ils sont repartis, mais voilà. Moi, j'ai fait un deal avec eux en France, une boîte qui s'appelle Upway, en seed avec Sequoia. Donc maintenant, tu es entrepreneur en France, dans le seed, tu peux lever de l'argent auprès de Sequoia ou des gens comme ça. Donc il y a plus de compétition pour les fonds, d'où l'importance d'avoir une thèse d'investissement très claire. Et je pense que c'est un des avantages de Félix, avoir une réputation de choisir un secteur et de le faire mieux que les autres. Mais je pense pas que je pense pas que ça devienne un problème. En tout cas, il y aura beaucoup plus de
de liquidité sur le marché qu'il y en a eu l'année dernière et qu'il y en a eu il y a 5 ans. L'argent viendra peut-être de sources différentes, que ce soit de la BEI ou que ce soit des fonds de pension américains. Là, il y a le fonds des teachers de l'Ontario qui s'est lancé à Londres. Ils ont, je crois, 40 milliards à investir. Ouais, et ils regardent partout. Ils regardent as early as possible, le plus tôt possible. Alors, justement, ça fait une bonne transition sur, évidemment, quand il y a beaucoup de liquidités, les actifs augmentent un peu. Ouais. Donc, les valos explosent. Donc, toi qui connais bien le SaaS, en fait, on voit bien que les multiples d'ARR, en fait, d'annual revenue, recurring revenue explosent. Alors même si tu es chez FedEx depuis quelques mois, une des problématiques aussi pour un investisseur, c'est de rentrer en fait dans une société qui a pas une valorisation trop délirante par rapport au retour que tu peux en faire. Et pour l'entrepreneur, quelque part, c'est de pouvoir en fait tirer le meilleur de cette relation-là. Ce que je perçois pas mal dans le marché en ce moment, c'est qu'on a beaucoup d'appels entrants auprès des entrepreneurs qui sont pas forcément en recherche de fonds et qui ont des fonds qui leur demandent s'il y a un peu de place et donc voilà et comme ils ont pas forcément de besoin, forcément ils disent moi je veux bien, mais dans ce cas-là la valo c'est plutôt ça. Est-ce que pour un fonds c'est encore quelque chose que vous arrivez à gérer? Comment vous gérez la chose pour pas que ce soit en fait destructeur de valeur à la fin, puisqu'on sait bien que si ça monte trop, quelque part, on parlait d'exit en France. Si on a des valos qui sont trop hautes, on peut imaginer que c'est moins simple de sortir. Ouais. Là, il y a 2 enjeux en fait. L'enjeu pour le fonds, c'est d'essayer d'entrer maintenant le plus tôt possible. Donc les gens qui faisaient que de la série A maintenant se mettent à faire du seed. Les gens qui faisaient que du seed se mettent à faire du pré-seed. Il y a en plus maintenant les angels qui investissent de plus en plus. Il y a beaucoup de sociétés qui ne lèvent des pré-seed ou des fois des seed qu'avec des angels pour avoir l'expérience opérationnelle. Donc si tu rentres trop tard, c'est punitif. Après, dans la tech, quand tu tiens on va dire un ticket gagnant, que tu sois rentré chez Zoom ou Coinbase à 2 milliards ou 4 milliards, au final, ça fait pas une différence gigantesque. Ça en fait une, mais l'important c'est de rentrer chez ceux qui vont gagner. Et il suffit d'en avoir un pour pouvoir retourner son fonds plusieurs fois. Là, on parle de tier 1, c'est-à-dire que globalement, si on est dans le leader en fait des plateformes, on parle de Coinbase 2 secondes. Même si c'est cher, étant donné en fait là, même si le marché est un peu fluctuant en ce moment, mais globalement, on se dit que on va retrouver son argent. Pour autant, la question qui se pose, c'est donc on rappelle que le capital risque, il y a risque, et de facto, c'est-à-dire que dans la stratégie, même si vous rentrez cher, vous dites que en moyennisant en fait les choses, la belle boîte qui va permettre de faire le super retour permet de prendre des risques sur les autres. Ouais, et puis il y a une telle prime aux vainqueurs qu'au final, je pense que les gens se disent on va essayer d'arroser un peu tout le monde et puis de double down ou de parier sur ceux qui peuvent émerger comme les numéros 1 de la catégorie. Donc, selon toi, les valos aujourd'hui sont pas si préoccupantes que ça. En fait, ce qu'on a du mal en fait à regarder, c'est de se dire, on parle en fait de cette notion de licorne. Je rappelle, des sociétés qui ont normalement moins de 10 ans et qui sont pas cotées et qui valent plus d'1 milliard de dollars. Chaque année, en fait, on essaye de faire le comptage, mais finalement, sur les 1000 licornes mondiales, en Europe, il y en a à peu près 150. Donc, c'est pas dingue. Le gros du bastion des licornes se trouve aux États-Unis, pas mal, en fait, en Asie. Donc, quand on se focus sur la France, on se dit, finalement, ça peut être un peu cher. Quand on regarde le nombre de décacornes, donc des boîtes qui valent plus de 10 milliards aux États-Unis, c'est un nombre qui est fou. Donc, on se dit, c'est cher en France, mais c'est peut-être pas si cher par rapport à l'étranger. C'est beaucoup moins cher qu'aux États-Unis. Ouais. Donc en fait, on a cette vision qui est forcément biaisée pour les gens qui n'ont pas la vision globale de la valorisation. L'Europe reste un terrain attractif. Ouais, et puis je pense que tout le monde fait le pari qu'il y aura à un moment donné des sorties en Europe et en particulier en France, comme il y a eu aux États-Unis. Que les boîtes américaines cotées en bourse ou que les boîtes cotées en bourse aux États-Unis vont devoir racheter pour innover. Et l'Europe reste moins chère que les États-Unis. Il y a des super talents qui sont maintenant formés à la super croissance, qui peuvent scaler des boîtes ou qui peuvent scaler des business. Donc tout le monde fait le pari qu'il y aura à un moment donné un rattrapage. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, la grande question, c'est qu'il n'y a pas encore eu énormément de ces méga billion dollar exits, en particulier en France. Mais a priori, c'est le sens de l'histoire qu'on est de plus en plus.
parce que les talents sont là, parce que les business sont là, et qu'avec les nouveaux modèles de développement et de distribution et de monétisation de l'innovation, et du software en particulier, il se passe des choses extrêmement intéressantes en France, quoi. Rappelle-toi, les boîtes qu'on voyait il y a 15-20 ans chez EY, c'est des gens qui faisaient du business que en France. Et qui à part Kelcook, qui était vraiment une exception très tôt, personne ne pensait international dès le début. Maintenant, en France, ça a complètement changé. Tout le monde a déjà un plan pour la percée internationale, et avec les équipes qui vont bien, et maintenant le financement qui va bien. Donc c'est le gros point d'interrogation, mais c'est le sens de l'histoire qui est de plus en plus de liquidité et de sortie de ce niveau-là sur ces pays-là. Et sur les forces en fait de la France au niveau sectoriel, donc on a bien compris le spectre de FX qui est finalement relativement large, parce qu'encore une fois être au départ sur des brands, avoir élargi en fait au SaaS, avoir un peu de e-santé, donc vous êtes assez opportuniste, ce qui est une bonne thèse d'investissement. Si on regarde les forces de la French Tech sur les piliers sur lesquels on peut considérer qu'à l'international on est visible. Ce seraient lesquels selon toi en fait? Qu'est-ce qui ressort de l'international où on se dit non, les Français quand même là-dessus ils sont pas si quoi, il y a un truc à faire? Je dirais marketplace et SaaS en général. Ouais. Je pense qu'on a la chance en France de pouvoir former des super talents techniques. On commence à avoir des talents business, des gens qui peuvent gérer des business et monter des business à l'international. Un peu comme l'a fait à l'époque Bernard Liotto quand il était chez Business Objects. Donc, on le voit chez Miracle. Miracle a déjà énormément de business hors de France. Un des fondateurs s'était installé là-bas. Donc, tout ça, c'est nouveau pour la France. Donc, je dirais marketplace et tech, c'est là où on commence à avoir un écosystème, des talents, une certaine expertise, et puis des marques fortes qui représentent la French Tech. Et donc vous êtes investi pas mal en fait chez Felix sur le monde des cryptos en fait, ouais, ou des NFT, alors ce grand monde donc entre Sora et Ledger. Ta vision en fait voilà d'anciens business angels, d'anciens en fait des global tech et d'investisseurs chez Felix Capital. Donc Londres est une place forte de la finance. Donc on a toute cette tête de decentralized finance. On a vu en fait l'émergence de grosses boîtes de fintech. Donc on a à la fois Revolut et N26. Revolut qui a une valo assez proche des boîtes du CAC 40 en France. Si on regarde, je crois que c'est 33 milliards la dernière valo de Revolut. Une paille. La France, en tout cas, est-ce que tu penses qu'ils ont en fait une carte à jouer dans ce monde de la crypto, des NFT ou la decentralized finance? Ouais, et puis c'est déjà le cas. Ledger, Sora sont de bons exemples. Il y a aussi Sandbox, qui est un projet démarré par des Français. Je ne sais pas si techniquement la boîte est française, mais l'ADN de Sandbox est fortement français. Il y a Blackpool aussi, il y a Artefact, ce qui est fait racheter. Donc, on est aussi très créatif. J'ai oublié de mentionner ça. Donc, on est créatif et on est un peu edgy en termes de techno. Donc, il y a énormément de gens qui démarrent des boîtes dans la crypto, et on a déjà, pour le coup, les billion-dollar companies qui grandissent vite, qui sont profitables et qui se développent à l'international. Donc c'est en train de devenir une filière ou une spécificité française reconnue par les investisseurs et par les utilisateurs. Mais c'est vrai que et c'est une thèse de Félix, la créativité associée à la technologie crée des choses extrêmement intéressantes. Si tu regardes le portefeuille Félix, tu as vraiment un lien ou une histoire entre toutes les marques. C'est toujours brand-driven ou community-driven, que ce soit dans le B2C ou dans le B2B. Tu vois, des investissements de Félix que j'aime beaucoup, c'est une boîte qui s'appelle Pepi, dans la santé. Donc, c'est une solution pour les employés pour avoir accès à des ressources pour gérer leur santé, en particulier pour les femmes. Tout ça permet de transformer un peu ton organisation en communauté et de faire en sorte que les employés se sentent soutenus, informés, connectés. Et donc, on essaie de rester fidèle à ça. On fera pas de cybersécurité, par exemple. On ne fera pas de deep AI ou des choses comme ça. Mais je pense que ça correspond très bien à ce que la France sait produire. Et c'est pour ça que Félix a beaucoup d'investissements en France. Et moi, c'est pour ça que j'ai fait beaucoup de deals d'angels aussi en France avec Nabla, avec Pigment ou Lifen ou Sunday. Et par rapport à nos entrepreneurs qui écoutent, s'ils cherchent à contacter en fait Felix Capital, comment ça marche? Vous avez en fait combien vous recevez quoi? Pour échanger sur les KPI d'un fonds, vous recevez combien de dossiers? Quel est votre niveau de sélectivité? Que faut-il faire? Alors, je m'intéresse peut-être probablement, là, c'est des conseils à des plus jeunes entrepreneurs, parce que vous êtes du précis jusqu'au gros, donc en fait, le select est super large.
c'est quoi la bonne technique en fait pour vous contacter, ou si j'élabore un peu plus ma question, on a toujours cette question lever pas lever. Comment vous voyez vous en fait ce sujet-là? Est-ce que quand le deal est intermédiaire et qu'il est très jeune, vous vous dites c'est plutôt un bon signe, un mauvais signe? Voilà. Est-ce que tu peux nous donner un petit peu en tout cas ta vision à toi sur les bonnes choses? Donc les KPI en fait, du nombre de dossiers que vous recevez, ce que vous recherchez. Et ce sujet en fait d'intermédiation de désintermédiation m'intéresse en fait pour voir en fait comment c'est perçu par un fonds. Pour contacter Félix, le plus facile c'est LinkedIn. On est tous présents et actifs et réactifs sur la plateforme, ou email julien@felixcap.com. En tant que Français, moi je suis habitué à avoir des leveurs de fonds ou des intermédiaires, mais c'est vrai qu'en travaillant avec des fonds anglais ou des fonds américains, c'est quelque chose qui choque toujours un petit peu, en particulier pour les dossiers early. Ouais. Je sais qu'il y a des VC qui pensent que s'il y a un lever associé ou un middleman, comme on dit, ça veut dire que le patron ou la patronne n'est pas capable de faire le job tout seul. J'ai l'impression que ça c'est c'est intéressant que tu en parles, parce que en France, on a fait des stats. Je crois qu'on avait un deal sur 2 qui était intermédiaire. Alors c'est beaucoup et pas beaucoup. Et on se rend compte au fil de l'eau que les séries seed, série A, même série B, on commence à avoir cette petite musique qui est de dire attendez, si t'es pas capable d'aller chercher tout seul l'argent, ça veut dire qu'il y a un problème. Et en même temps, c'est d'une telle complexité parfois que d'avoir un peu d'aide, c'est aussi intéressant. Donc, je pense que c'est une spécificité culturelle française. D'accord. Le marché s'est construit comme ça. Il y a eu d'excellents, j'en connais plein, d'excellents intermédiaires en France qui ont énormément aidé les startups, mais c'est vrai que c'est pas le cas en Angleterre et c'est beaucoup moins le cas aux États-Unis, en particulier pour les tours de A ou de B. Je pense qu'il faut pas essayer de changer si ça marche pour la France, mais c'est vrai que pour l'international, le signal est pas super. Et aujourd'hui, il n'y a pas de donc un fonds anglais. Donc je parle de Félix, je parle du marché anglais en fait en général. Comme tu le dis, la perception des dossiers français est plutôt si on refait un échiquier un peu européen, donc on voit que en Europe, donc il y a Londres, on a la France, on a l'Allemagne, on a les Nordiques qui sont assez forts. Voilà, donc toi qui as beaucoup voyagé, qui était dans une global tech, comment tu vois les autres pays par rapport à la France, les forces et les faiblesses? Non, je pense que la France a énormément progressé et rattrapé le retard qu'il y avait peut-être sur les autres. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, la compétition, en tout cas les opportunités, elles sont en France, elles sont en Allemagne, elles sont en Finlande, elles sont en Suède. Moi, je regarde aussi beaucoup l'Israël pour le gaming sur on va dire la zone IMIA. Mais Félix a investi en Nouvelle-Zélande, a investi aux États-Unis, on regarde les choses partout. C'est vrai que on est quelques Français chez Félix. On regarde la France avec beaucoup d'intérêt, et puis on a fait des bons deals en France qui ont mis aussi Félix sur la carte. Donc c'est un marché extrêmement intéressant. Et encore une fois, l'arrivée de tous ces talents qui choisissaient d'autres filières avant, mais qui choisissent maintenant la tech et les early stage startups, ça donne énormément de raisons d'être optimiste sur le marché français. Il n'y a pas grand-chose à envier en fait à ses concurrents aujourd'hui. Ok, pour finir, une dernière question. Comment s'annoncent tes prochains mois chez Félix Capital? En fait, t'as quoi sur ton agenda? Est-ce que t'as comment tu vas organiser en fait tes 6 prochains mois? Tu vas être beaucoup en sourcing. C'est quoi ta vision à toi, et puis la vision de Félix, qui a des gros sujets en fait qui vont arriver? Ouais, Félix va continuer à investir énormément sur tous ces marchés-là, toujours en gardant cette thèse brand et community driven, en étendant un peu le portefeuille à d'autres secteurs, en particulier le SaaS, le gaming, la crypto, les fintech. Moi, mon challenge, c'est de pouvoir passer on va dire d'un profil d'opérateur à un profil d'investisseur. Donc, il faut que j'apprenne un nouveau métier. Et même si j'ai fait beaucoup de deals en tant qu'angel, c'est extrêmement différent quand tu investis l'argent des autres et quand tu investis des chèques beaucoup plus significatifs. Donc, il faut que j'apprenne le métier. J'ai la chance de pouvoir le faire à une équipe qui a la patience et que je connais bien, et d'apprendre avec vraiment les meilleurs. Et puis après, c'est vraiment sourcer les deals, créer son propre pipeline propriétaire et être capable de gagner ces deals. Ça devient extrêmement compétitif, mais on pense qu'on a une bonne proposition de valeur. On travaille aussi très bien avec les autres fonds qui sont actifs en Europe. Mais c'est passionnant parce que c'est intéressant à mon âge d'apprendre un nouveau métier et de le faire avec des gens en qui j'ai confiance et qui prennent le temps de me l'apprendre. Top, merci Julien pour cet échange, ce partage, c'était super intéressant. À très bientôt. Merci beaucoup. Et retrouvez tous les épisodes de Growfast Now What sur toutes les plateformes de streaming.